passe à la dernière communication. C'est Habib Midès, il va nous parler des recommandations, des dernières recommandations en matière d'endométriose et fertilité. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'assistance. Je remercie la STGO, son président et son comité, pour me permettre d'être parmi vous. Je vais essayer, je dirais que ce ne sera pas des recommandations parce que toutes les recommandations ont été dictées et que ça va me dispenser de faire le background, d'expliquer ce qu'en fait tout le monde, de reparler de l'endométriose. Mais j'insisterai sur le fait qu'on met des années pour faire le diagnostic de l'endométriose. Ça sera ma première recommandation. J'espère que je vais avoir le meilleur pour la fin. J'espère que, bien que la pause café a été retardée, il y a eu beaucoup de petits gâteaux, mais est-ce que je pourrais mettre la cerise sur le gâteau, étant le dernier après 11 communications? Et j'espère pouvoir tenir le violon à l'envers, comme a fait notre ami Nabil Benzeyneb, parce que d'habitude, on met le violon au niveau de l'épaule. Il y a des Algériens ou dans le Malouf tunisien, on renverse le violon pour essayer de faire une autre mélodie. Je vais essayer de parler un peu des recommandations en parlant de ça. Les recommandations, nous avons toujours eu l'habitude de revoir la littérature mondiale. La recommandation phare est celle de l'ESRE de 2020, mais l'ESRE a fait des recommandations au niveau de l'endométriose en 2005, 2013, 2022. J'ai dit 2020, mais c'est 2022, c'est en février 2022. Pratiquement tous les 8 ans, l'ESRE sort des recommandations. Il y a eu le Collège français qui a fait ses recommandations en 2018, l'Institut national de la santé britannique en 2017 et la SRM, c'est très vieux, ça date déjà de 10 ans. À mon sens, pourquoi on met beaucoup de temps pour mettre des guidelines? On met beaucoup de temps parce que jusqu'à ces dernières années, l'endométriose n'était pas rentable au niveau des laboratoires. Il y avait la laparoscopie, l'examen clinique, on mettait les gens et on les traitait. Mais maintenant, avec l'avènement de tout ce qui est moléculaire, tout ce qui est génétique, tout ce qui va être rentable, nous allons avoir une panoplie d'examens biologiques, moléculaires, etc. Et je tiens à remercier les 11 intervenants avant moi parce que c'est du haut standing médical, moi qui suis pratiquement tous les congrès mondiaux, et tous les congrès mondiaux comportent une session sur l'endométriose, notamment la communication de notre ami Khaled Mahmoud, qui va être le futur de la prise en charge de l'endométriose. Donc, ces guidelines, pour les Britanniques, c'est beaucoup plus du narratif, des fois très basique. On explique même ce que c'est qu'un endométrium. Pour les SRE, c'est la plus complète et on a toutes les recommandations numérotées avec 2 versions. Je vais revenir à ce qu'on m'a demandé de faire, les recommandations. La recommandation étant une proposition développée méthodiquement pour aider le praticien et le patient à chercher les soins les plus appropriés des circonstances cliniques données, et je vais ajouter du moment. Parce que maintenant, tout ce qu'on est en train de valider, peut-être que demain ou dans une semaine, ça va changer. Ça nécessitera de nous une mise à niveau constante pour rechercher la bonne pratique, pour moduler cette evidence-based medicine qui change avec. Et je vais ajouter une touche personnelle. Je ne suis pas un spécialiste de l'endométriose, mais l'endométriose s'invite à nous tous. Nous sommes tous obligés de prendre en charge de l'endométriose. Nous n'avons pas de centre de référence, j'espère qu'on en aura, mais on fait de notre mieux pour répondre à cette, Nabil Benzeyneb a dit, ce désert de malades. Moi, je dirais ce marécage, parce que dans le désert, il y a le pétrole, les terrains de foot du Qatar et le gaz. Mais dans les marécages, plus on avance dans un marécage, plus on s'enfonce des fois dans des choses difficiles. Et je vais commencer, ma première recommandation, c'est
pensez à l'endométriose. Si vous avez une femme qui a une infertilité, une dysménorrhée, pensez. Moi, je pense que j'ai toujours eu dans l'esprit le fait de penser à endométriose. Et si vous acceptez cette recommandation, je pourrais m'arrêter. Vous avez eu toutes les autres recommandations. Parce qu'avant, il y a des années où lorsqu'on a commencé la médecine, l'honneur du médecin était de reconnaître 3 choses. Lorsqu'on faisait la pédiatrie, la gynéco, la chirurgie, un bon médecin ne devait pas passer à côté d'une appendicite. Il doit penser appendicite. Il doit penser grossesse et grossesse extra-utérine. Et le gynécologue doit penser endométriose. Si on n'y pense pas, on ne pourra pas traiter, on ne pourra pas faire toutes ces recommandations. Les recommandations, je vais rapidement passer la rubrique de l'ESHRE, les recommandations de l'ESHRE commencent au numéro 39 par la suppression ovarienne, c'est-à-dire le blocage, etc. On ne doit pas bloquer les ovaires si on veut traiter une infertilité. On ne devrait pas prescrire une suppression hormonale post-opératoire dans le seul but d'améliorer le taux de grossesse. Tout ça a été dit, je l'ai préparé, je vais passer rapidement. Les femmes sans désir de grossesse peuvent se voir proposer une hormonothérapie. Les cliniciens ne doivent pas prescrire de pentoxiféline, etc., parce qu'il n'y a pas d'évidence d'efficacité, bien que ça bouge. Des fois, on vous dit que la pentoxiféline n'est pas efficace. On vous sortira demain un travail qui dira que c'est peut-être efficace. La célioscopie ou la laparoscopie opératoire pourrait être proposée dans l'endométriose stade 1 et 2 car elle améliore le taux de grossesse. La laparoscopie opératoire peut augmenter les chances de grossesse naturelle, bien qu'il n'existe pas de données d'études comparatives et aucune preuve convaincante pour l'endométriose profonde. Faire de la laparoscopie pour améliorer la fertilité, ce n'est pas prouvé. Est-ce que la chirurgie est efficace? Tout ça a été dit et je vais passer rapidement. La PMA après chirurgie, c'est la même chose, bien qu'aucune recommandation n'ait été formulée. On conclut que les femmes doivent être informées de leurs chances de tomber enceinte. Des fois, dans les recommandations, on retrouve des évidences et on retrouve des contradictions. J'ai parlé un peu ici de l'insémination, qui a été bien traitée. La PMA, surtout le schéma qui a été établi par plusieurs de nos orateurs pour mettre la PMA soit en avant, soit la discuter pour traiter une femme atteinte d'endométriose. La PMA n'augmente pas le risque de récidive de l'endométriose et l'ESHRE recommande de mettre sous antibiotiques chaque fois qu'on ponctionne un kyste endométriosique. L'administration prolongée d'agonistes n'est pas recommandée. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour recommander une administration de pilules œstroprogestatives. Il n'est pas recommandé systématiquement de faire une intervention avant PMA. Et tout le monde est d'accord pour dire que la chirurgie est susceptible d'avoir un impact négatif sur la réserve ovarienne. Je vais passer, tout ça a été dit. Les autres stratégies pour les femmes atteintes d'endométriose, nutrition, médecine chinoise, électrothérapie, acupuncture, physiothérapie, exercice, intervention psychologique, selon la recommandation de l'ESHRE, n'ont pas été concluantes. Tout ça n'a pas été validé. Il y a uniquement le problème des antioxydants, et ça, c'est depuis quelques années récentes, où on a démontré qu'il y a une hypoxie, un stress oxydatif, et qu'il serait utile d'utiliser des antioxydants, lesquels je refuserai, par la morale scientifique, de faire un traitement antioxydant superposable à celui des hommes et le donner aux femmes parce que ça provoque femelle, profertile femelle, où on met toute une panoplie de produits comme étant des oxydants
il a été bien prouvé par Dr Khaled Mahmoud et les autres que si on veut se suffire des oxydants, ça va être la vitamine E, la vitamine C, la vitamine D, quelques antioxydants à mettre pendant de 1 à 3 à 4 mois avant la PMA. Ça n'a pas été validé. On n'en parle pas dans la majorité des recommandations, mais c'est sur le point d'être validé le fait d'administrer des antioxydants aux femmes atteintes d'endométriose. L'endométriose est-elle une indication de préservation de la fertilité? Dr Khrouf a répondu, comme je l'ai dit, et il a même eu des roses en blanc et rouge. Mais moi, je voudrais toujours parler du problème de l'AMH diminué. Le CFA ou l'AMH, moi j'ai l'habitude de parler de l'AMH parce que nous n'avons pas tous des échographes très performants pour ne parler que du compte folliculaire, mais l'AMH diminué, je vais encore en parler. L'impact de l'endométriose sur la grossesse, c'est tout frais et tout récent, et les complications pendant la grossesse. Et je vais apporter cette touche personnelle qui fait que moi, je n'aime pas relater en spectateur. Les guidelines de l'ESHRE, il y a le groupe guideline endométriosis de l'ESHRE qui est présidé par Christian Becker et celle qui a rédigé, c'est professeur Nathalie Vermelin. Je l'ai contactée, Nathalie Vermelin. Je lui ai demandé, avec plusieurs de mes amis, de me donner les 3 recommandations qu'ils jugent principales, primordiales sur le plan clinique chez une femme qui est atteinte de fertilité. Nathalie Vermelin, en professionnel, elle me répond, après consultation de Dr Becker, qui est le président, après consultation, voilà ce que je vous propose. Elle propose que le gold standard qui était la laparoscopie, bien sûr, ça, c'est tout récent, ça date de 3-4 jours. La laparoscopie qui était le gold standard se fait uniquement lorsque l'imagerie est négative ou lorsqu'un traitement empirique n'a pas réussi ou n'a pas été approprié. Et elle me fait la remarque qu'il faut des échographes de bonne qualité, de haute résolution et la résonance magnétique. Et elle m'a dit, je ne sais pas si tout cela est disponible en Tunisie, mais ça, c'est sa première recommandation. La deuxième recommandation, c'est une recommandation nouvelle par rapport à toutes les recommandations de l'ESHRE 2022. C'est qu'en post-opératoire, un traitement peut être bénéfique pour la douleur et on pourrait mettre un traitement pour améliorer la douleur en post-opératoire. Bien sûr, ça pourrait interférer pour améliorer le problème de la fertilité ultérieurement, mais pour elle, parce qu'il y a des gens, lorsque vous voyez toutes ces recommandations, il y a des gens qui insistent sur la douleur. Par exemple, les gens qui font la grosse chirurgie de l'endométriose insistent beaucoup sur la douleur parce que c'est pour ça qu'ils opèrent. Et la majorité des gens insistent sur l'infertilité. La troisième recommandation de Nathalie Vermelin, c'est qu'il faut faire très attention au fait d'altérer l'ovaire lorsqu'on opère ou lorsqu'on agresse. Et quatrièmement, je ne l'ai pas entendu dans les 11 communications, les femmes endométriosiques doivent être screenées pour détecter un cancer parce qu'il y a un lien entre cancer et endométriose qui est en train actuellement d'être validé. La deuxième personne que j'ai contactée, c'est le professeur Hugh Taylor, qui était président de la SRM. Il était président et il a contribué aux guidelines de la SRM de 2012. C'est la personne qui a le plus publié sur l'endométriose et c'est la personne qui le plus a fait des recherches sur la pathologie de l'endométriose. Hugh Taylor m'avait une fois, je l'avais contacté pour lui poser la question, est-ce que l'endométriose,
s'améliore lorsque la femme a une grossesse. À part l'article qui a été relaté maintenant, il n'y a pas de littérature qui parle de ça. Normalement, on devrait avoir une amélioration de l'endométriose, c'est ce qu'il m'a dit, mais il n'y a pas d'études, lui-même ne connaît pas d'études qui ont démontré ça. Les recommandations de Hugh Taylor, c'est premièrement, il insiste sur le diagnostic, comme je l'ai fait moi en début d'intervention. Un diagnostic basé essentiellement sur les paramètres cliniques, alors que avant, c'était la laparoscopie. Bien sûr, on pourrait profiter pour faire une cœlioscopie lorsqu'il y a une indication supplémentaire pour essayer de parfaire le diagnostic, mais c'est surtout la clinique et l'imagerie pour faire le diagnostic. Et commencer aux États-Unis pour eux et pour la SRM, on commence chez les jeunes filles par la pilule en continu. Troisième recommandation, la seconde ligne de traitement, c'est les analogues de la GnRH. Ça, pour lui, c'est les 3 premières recommandations les plus importantes. Professeur Horace Roman, qui opère beaucoup les endométrioses profondes, qui est actuellement à Bordeaux, avec un grand centre européen en la matière, m'a donné 3 recommandations. Je vous parle de ça pour vous montrer que même les gens qui font les recommandations, chacun a un point de vue parce qu'il est en train de raisonner à partir d'un certain créneau. Premièrement, ne jamais retarder la chirurgie si la patiente est symptomatique. Deuxièmement, avoir des endométriomes ou une réserve ovarienne réduite ne contre-indique pas la chirurgie si le chirurgien accepte de les traiter par un drainage simple. C'est un peu vague, mais il se rattrape en disant la congélation ovocytaire, il faut la faire avant chirurgie, le plus tôt possible. Lorsque la femme a une réserve correcte, c'est exactement ce qu'était en train de dire Dr Khrouf, avec une réserve correcte, des endométriomes bilatéraux et une symptomatologie acceptable sous pilule, on peut leur faire la préservation de la fertilité. Bien sûr, tout le monde a parlé ce matin de l'impact de l'endométriose sur la fertilité et que tout le monde s'accorde à dire maintenant qu'au niveau de l'implantation et tout cet ensemble-là, tout ça est très valable in vivo, alors qu'il est moindre in vitro et que parmi les gens qui s'orientent à élargir la fécondation in vitro dans l'endométriose, ils se basent sur toutes ces données, là. De ce coup, l'endométriose devient à part entière une indication de fécondation in vitro et une indication de préservation de la fertilité. C'est ce qu'avait dit le professeur Dominique de Ziegler en janvier 2022 dans un congrès dédié à l'endométriose, lorsqu'il a bien étayé ce problème de pelvis toxique et que, certes, on a moins d'ovocytes, on a un peu moins de taux de grossesse, mais ça s'améliore si on fait de l'all-freeze, ça peut s'améliorer. Et que la tendance actuelle, c'est ce qu'avait fait exactement Dr Khaled Mahmoud, la tendance actuelle, c'est un peu d'individualiser, de segmenter, mais chez nous, l'individualisation, la segmentation, etc., ça revient très cher. Il faudrait s'adapter en essayant de faire de notre mieux et, par exemple, moi, lorsque chez une femme endométriosique, j'ai 3 ou 4 ou 5 embryons, je place un embryon en frais. J'ai obtenu pratiquement, pour l'ensemble des femmes endométriosiques, pratiquement 30% de grossesse sur un frais placé directement dans ce contexte toxique. Si vous avez très peu d'embryons ou que vous allez faire un pooling, à ce moment-là, il faudrait faire toute la panoplie de l'étude de l'endomètre, etc. Et je vais revenir sur un point que je traîne maintenant depuis 2016. J'en ai parlé en 2016, 17, 18, etc. C'est que dans une population de femmes infertiles, je suis maintenant arrivé à presque 1800. J'ai présenté cela au Congrès britannique, au Royal College britannique. Sur environ 1800 femmes, 23% des moins de 35 ans ont une AMH inférieure à 1.
toutes causes confondues. C'est des femmes infertiles indépendamment de leur statut. Bien sûr, il doit y avoir dans ces femmes, il y a des endométriosiques, mais j'ai comparé avec la littérature mondiale, et ce phénomène-là était un phénomène inédit qui n'a jamais été publié dans aucun pays. Nous avons en Tunisie un problème social. Il y a une baisse de l'AMH chez des femmes jeunes de moins de 35 ans. Récemment, en juin, Houman Fatemi à Dubaï, professeur Houman Fatemi, a retrouvé la même chose aux alentours de Dubaï dans une population assez conséquente de femmes. Il a retrouvé la même chose. Il y a une diminution d'environ 20% du taux d'AMH qui est inférieur à 1 chez des femmes de moins de 35 ans. Le plus important, je l'ai étudié sur 24 malades et je pense que c'est capital. Ça n'a pas de valeur statistique, mais si on essaie de voir la baisse spontanée de l'AMH, entre 25 et 29 ans, l'AMH diminue de 0,11 nanogrammes par an. Entre 30 et 34, 0,23 nanogrammes par an. Entre 35 et 39, ça diminue de 0,49 par an. Avec le chiffre le plus important, 12 femmes, 0,5, pratiquement 0,5 nanogrammes par an de chute de l'AMH, avec une moyenne de 0,33%. Bien sûr, l'idéal serait de faire la préservation de fertilité en cas d'endométriose lorsque l'AMH est bonne, lorsque la femme est jeune, pour essayer de récupérer des ovocytes de très bonne qualité qu'on va utiliser. Mais aussi, on est obligé de faire le même raisonnement chez des femmes jeunes, et c'est plus demandé, qui ont une AMH basse par rapport à leur âge, ou chez des femmes qui sont âgées, parce que le problème de l'AMH, ce n'est pas un problème uniquement de spéculation. Ce n'est pas le solde d'un appareil téléphonique que vous essayez de négocier. L'AMH, c'est lorsqu'elle va diminuer de 0,1 par an, au bout de 2-3 ans à 40 ans, vous allez avoir une AMH indétectable. Ça, c'est un peu les recommandations à l'envers ou le violon à l'envers, et j'espère que je vous ai convaincu du fait que nous devons, en tant que cliniciens et gynécologues, d'abord faire le diagnostic de l'endométriose, y penser constamment et utiliser tout ce que nous avons comme recommandation pour faire de notre mieux pour essayer de résoudre le problème de l'endométriose, aussi bien sur le plan de la douleur que sur le plan de l'infertilité. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Zerbi, pour cette excellente communication. Des questions. J'ai juste une petite réflexion, c'est qu'on n'a pas assez parlé de la sclérothérapie, notamment à l'éthanol, alors que dans notre pays, en l'absence d'un centre de référence, je pense que ça sera une alternative qui est quand même moins invasive et qui peut donner aussi des bons résultats avec un taux de récidive qui est quand même assez correct. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais moi, j'ai la hantise. Par exemple, si tu veux faire la sclérothérapie, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas avoir un problème d'infection ou un problème de saignement? Il faut informer la patiente et prendre le risque en tant que clinicien. Même le fait le fait de scléroser comporte un risque. Moi, je commencerai, si je peux moduler ou si je peux moduler cet endométrium, je commencerai par essayer de stimuler, de faire. S'il ne gêne pas la ponction, je commencerai par une ponction, parce que la majorité des gens qui font actuellement, les amis qui sont autour de moi, ils le font surtout pour les phénomènes algiques. Mais ce que vous dites est vrai. On peut gérer avec la sclérothérapie en mettant de l'alcool. La ponction simple n'a pas de place, mais en mettant de l'alcool, on améliore, surtout pour le taux de récidive, on améliore. Tout à fait. Si on revoit un peu la littérature, il y a très peu de complications, hein, surtout infectieuses. Il y a très
très peu de complications, surtout lorsqu'on ne laisse pas l'éthanol en place. C'est-à-dire si on l'aspire, On l'aspire, oui. oui, il y aura très peu de complications. Ben, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on lève la séance. Et voilà, merci.